Au Burundi, des sources officielles ont annoncé la mort du général Adolphe Nshimirimana, bras droit du président Pierre Nkurunziza, tué ce dimanche à Bujumbura dans une attaque à la roquette. Un casque bleu de la mission de l'ONU en République centrafricaine a été tué et au moins 8 personnes blessées par balle lors d'un accrochage ce dimanche avec des hommes armés à Bangui. Au Kenya, la corruption échappe désormais à tout contrôle. C'est l'alerte que sonne le militant anticorruption John Gitongo. Il dénonce l'administration la plus rapace qu'ait jamais connue le pays. Bonsoir à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. Au Burundi, des sources officielles ont annoncé la mort du général Adolphe Nshimirimana, bras droit du président burundais Pierre Nkurunziza et chef de la sécurité intérieure. Il a été tué dans la matinée de ce dimanche à Bujumbura dans une attaque à la roquette. Les détails. Connu pour son rôle dans l'échec de la tentative de coup d'État menée contre Nkurunziza, le général était considéré comme le numéro 2 du pouvoir en place. C'est dans la capitale, à Bujumbura, que le chef de la sécurité intérieure et 2 de ses gardes du corps ont été abattus. Son véhicule a été touché par 2 roquettes, puis arrosé à l'arme automatique. Le décès de l'ancien chef d'état-major survient seulement une semaine après la proclamation de la victoire à la présidentielle de Pierre Nkurunziza, réélu pour un 3e mandat à la tête du pays. Après l'attaque, 7 personnes ont déjà fait l'objet d'interpellations par la police. L'assassinat de l'officier supérieur pourrait bien relancer les violences entre le camp de l'opposition et celui du gouvernement qui considérait l'homme comme une pièce maîtresse dans l'appareil sécuritaire de Pierre Nkurunziza. Un casque bleu de la mission de l'ONU en République centrafricaine a été tué et au moins 8 personnes blessées par balle lors d'un accrochage ce dimanche avec des hommes armés à Bangui. Un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir. D'après des sources de la MINUSCA, les Nations Unies ont lancé une opération en envoyant une patrouille dans le quartier musulman KM5 suite à un mandat d'arrêt délivré par le parquet de Bangui ordonnant l'arrestation d'un ancien chef de la rébellion Séléka. Pendant que des casques bleus s'approchaient de la zone, ils ont été pris pour cible par des individus armés et ont riposté. Au Kenya, la corruption échappe désormais à tout contrôle. C'est en tout cas l'alerte que sonne le militant anti-corruption John Gitongo. Le militant dénonce l'administration la plus rapace qu'ait jamais connue le pays. Les images. Le gouvernement a beau affirmer qu'il lutte contre la corruption. Le président a beau s'être souvent exprimé contre ce fléau économique, John Gitongo dénonce des paroles en l'air. Il juge que la corruption au Kenya s'est intensifiée et étendue depuis l'arrivée au pouvoir du président Uhuru Kenyatta en 2013. Pour étayer sa conviction, il évoque toute la série de scandales révélés par les médias sur des affaires de marché public ou de foncier. L'arnaque numéro 1 au menu kényan de la corruption. Le président américain Barack Obama, lors de sa visite au Kenya, n'a pas hésité à fustiger le cancer de la corruption qui gangrène le pays. Quelques jours avant, un rapport officiel avait fait mouche car il jetait une lumière crue sur l'ampleur du problème. À peine 1% des dépenses du gouvernement répondent aux règles comptables, à en croire le vérificateur général du Kenya, Edward Ouko. Vous savez, en regardant le rapport du vérificateur général, il est clair que nous avons atteint un pillage d'une telle ampleur qu'il surpasse tout ce que nous avons pu connaître dans l'histoire du Kenya. Il y a aujourd'hui urgence et une grande motivation pour mobiliser d'importants moyens lors des prochaines élections. Devant un tel constat, dans un environnement permissif, allié à un gouvernement qui n'a aucune stratégie contre la corruption, et le fait que les élections approchent, la corruption au Kenya ne peut qu'empirer. Par exemple, dans l'indice de perception de la corruption 2014 de l'ONG Transparency International, le Kenya est classé 145e sur 174 pays. En 2013, il pointait à la 136e place. Actuellement, le projet de construction par les Chinois de la ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi est vêtu de soupçons de pots de vin.
Une commission parlementaire a alors exigé l'annulation de ce marché d'un montant de 12,4 milliards d'euros. Face à l'ampleur du problème, Gitongo, en 20 ans de militantisme, dit n'avoir rien vu de comparable. En 2002, il avait été nommé au poste de star anticorruption par le président d'alors, Moi Kibaki, mais 3 années plus tard, il avait dû quitter le pays pour échapper à la mort après avoir découvert une arnaque de 700 millions d'euros dans un marché public truqué, celui d'Anglo-Lizzen dans le secteur de la sécurité. Un tribunal égyptien a reporté ce dimanche au 29 août prochain son verdict dans le nouveau procès des 3 journalistes de la chaîne qatari Al Jazeera, dont une première condamnation à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison avait provoqué un tollé international. Les 3 hommes sont accusés d'avoir diffusé de fausses informations pour soutenir les frères musulmans, l'organisation de l'ex-président islamiste égyptien Mohamed Morsi. Le verdict devait initialement être rendu jeudi dernier, mais il a été reporté à ce dimanche en raison de l'état de santé du juge. Mais à l'audience de ce dimanche, un autre juge a annoncé un nouveau report, précisant que certains co-accusés des journalistes qui sont en détention n'avaient pas pu être transférés au tribunal. Au Bénin, le président Thomas Boniayi, qui a reçu hier samedi à Cotonou son homologue nigérian Muhammadu Buhari, a annoncé l'envoi de 800 hommes dans le cadre de la nouvelle force régionale chargée de combattre Boko Haram. Le chef de l'État béninois l'a annoncé à la presse au terme de sa rencontre avec le président Buhari. Reportage. Après une visite au Cameroun plus tôt cette semaine pour parler de la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, Muhammadu Buhari était samedi à Cotonou aux côtés de son homologue béninois Boniayi, où il a participé aux festivités marquant la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Une occasion pour le Bénin de témoigner de sa solidarité envers ses frères d'armes de la région par l'envoi d'un contingent de 800 hommes pour combattre définitivement la secte islamiste Boko Haram. Ce contingent béninois participera à la force d'intervention conjointe multinationale de 8700 hommes, une force sous-régionale qui connaîtra également la participation du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, et qui aura son siège à N'Djamena au Tchad. Une coalition militaire formée par le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun avait déjà remporté une série de succès contre Boko Haram depuis février dernier, sans toutefois parvenir à neutraliser les islamistes. Plus de 800 personnes ont été tuées dans le nord-est du Nigeria depuis 2 mois. Une nouvelle vague meurtrière qui s'est étendue au Tchad et au Cameroun voisin, touchés à leur tour ces dernières semaines par des attentats suicides meurtriers inédits sur leur territoire. À Dakar, le secteur de l'électricité fait l'objet de critiques. La Société nationale d'électricité Sénélec est pointée du doigt et pour cause, elle a du mal à assurer avec efficacité l'offre de l'énergie électrique. Outre un service de mauvaise qualité et une pénurie de l'énergie électrique, la population se plaint également des coûts élevés des factures d'électricité. Reportage Cheikh Bert. Coupure d'électricité, mauvaise qualité des services ou encore manque d'efficience d'offres électriques. Les Sénégalais, lorsqu'ils sont interpellés à se prononcer sur la question de l'électricité, laissent voir leur désapprobation face à la prestation de la société en charge de l'électricité. Devant cette équation, les factures d'électricité au Sénégal font partie des plus élevées de la sous-région. Quand arrivent les moments où les factures parviennent dans les domiciles, difficile pour beaucoup de chefs de famille de ne pas être amers. Avec les coupures là, les factures ne changent pas. Les factures sont chères, sont plus que chères. En Afrique, on a connu Ebola, mais nous, pères de famille, notre Ebola, c'est la Sénélec. Les factures sont vraiment chères, les parents sont fatigués. Les parents sont vraiment fatigués. Il faut qu'on nous aide à éradiquer ce problème, cet Ebola-là qui est la Sénélec. Cette cherté du coût de l'électricité, les familles ne sont pas les seules à l'avoir constaté. Il y a quelques semaines, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal faisait les mêmes constats, ainsi que la représentante de l'Union européenne dans les pays. Face aux coûts élevés des factures, les énergies solaires sont devenues une alternative pour certains Sénégalais,
afin de diminuer leur consommation en électricité. L'énergie solaire, il n'y a pas de facture ni rien, c'est le soleil qui nous éclaire. L'énergie vient à partir du soleil. Et donc, si je peux avoir quelque chose qui peut amoindrir mon coût de l'électricité de la Sénélec, ben je le fais, et puis j'essaie de diminuer ma facture parce qu'on ne peut pas se passer de l'électricité de la Sénélec. Oui, même des gens qui ont du solaire chez eux, ils sont obligés aussi d'utiliser l'électricité de la Sénélec. La consommation de ces appareils qui fonctionnent avec l'énergie solaire gagne peu à peu du terrain dans les pays. Mais il reste largement au-dessus de la portée de la majorité des populations. Ainsi, pour bon nombre de Sénégalais, que l'offre en électricité du pays, monopolisée par la Sénélec, puisse s'ouvrir à d'autres concurrents. La Côte d'Ivoire dispose depuis quelques jours d'un nouveau guide des médicaments. Il s'agit d'un outil scientifique, technique et dynamique de gestion des médicaments. Il contient la liste de tous les nouveaux médicaments disponibles sur le marché ivoirien, les médicaments retirés, les arrêts de commercialisation ainsi que les notices d'information clients. Chris Pater Nassemian. Depuis les débuts des années 1990 et suite à la dévaluation du franc CFA, la Côte d'Ivoire a opté pour une politique du médicament générique avec une procédure d'homologation permettant d'en assurer la qualité. Ce sont ainsi plus de 8000 références médicamenteuses qui sont homologuées sous des noms de marques. Et cette situation a pour avantage d'élargir la gamme de produits disponibles pour la prise en charge des malades tout en améliorant l'accessibilité financière aux médicaments par le jeu de la concurrence et de la baisse des prix. Cependant, la maîtrise de la circulation des médicaments crée autant de difficultés. Le ministère de la Santé, dans ses différentes structures, a travaillé à fournir un outil au secteur sanitaire. Cet outil-là, c'est un outil qui va permettre de maîtriser l'ensemble de l'arsenal thérapeutique disponible en Côte d'Ivoire. C'est un outil pour les professionnels, le pharmacien, le médecin, l'infirmier, la sage-femme, tout autre acteur qui s'intéresse justement à la prise en charge des populations à travers la mise à disposition du médicament. La mise à disposition du nouveau guide trouve un écho favorable auprès des professionnels de la santé. C'est une bonne initiative de tous les partenaires parce qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de médicaments qui sont vendus. Il y a même des laboratoires locaux, mais on n'a pas ces références dans tous les guides qui sont dans les pharmacies. Ce sont seulement les médicaments qui viennent de l'extérieur qui sont listés dans ces documents. Donc, je pense que cette initiative est la bienvenue. Comme ça, tout le monde pourra connaître les médicaments qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire et ceux qui viennent de l'extérieur. Le système de santé en Côte d'Ivoire met l'accent sur une politique sanitaire de prévention et de soins plus efficace et mieux adaptée aux besoins des populations. Aujourd'hui, plus de 400 milliards de francs CFA ont été consacrés à la réforme du secteur de la santé. La création de la Caisse nationale d'assurance maladie a quant à elle suscité beaucoup d'espoir. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.